Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre complet incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre partie 7, surveillance de la sécurité, module 3, surveillance des terminaux et outils EDR. Dans ce module, nous allons voir comment protéger les informations de l'entreprise face aux cybermenaces modernes à l'aide d'une visibilité accrue, d'une gestion proactive et d'une réponse automatisée. À propos de cette leçon, ici vous allez comprendre pourquoi la sécurité des terminaux est devenue incontournable dans un environnement de travail hybride et comment les outils EDR protègent nos données sensibles au quotidien. Ok. Donc, voici notre première interrogation. Qu'est-ce que la surveillance des terminaux? Donc là, nous allons prendre une analogie du gardien. Il faut savoir que tout comme un gardien surveille l'entrée d'une maison pour prévenir toute infraction, la surveillance des terminaux permet aux entreprises de scruter en permanence leur appareil connecté. C'est clair? Voici la définition d'un terminal. Donc, nous allons définir un terminal étant comme appareil physique ou virtuel connecté à un réseau, que ce soit un ordinateur portable, des stations de travail, des tablettes, des smartphones, des serveurs, constituant les points d'entrée et de sortie de flux de données. Est-ce que c'est clair? Autrement dit, tout ce qui est connecté à Internet de nos jours peut être défini étant comme un terminal. Est-ce que c'est clair? Gestion et réponse sur les terminaux. Au niveau de la gestion et des réponses sur les terminaux, on a gestion des terminaux. La gestion des terminaux est une action proactive consistant à surveiller, à sécuriser et à contrôler les appareils. Cette gestion implique la mise en œuvre des politiques de sécurité, le déploiement rigoureux de correctifs et le maintien de la conformité. Et enfin, on a notre petit 2 qui est la réponse aux menaces, qui est une action réactive visant à minimiser l'impact des attaques détectées. On a isolation du terminal infecté, blocage de processus malveillants, application stricte des plans de réponse aux incidents. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau des gestions des terminaux, notre action ici est comment elle est proactive. Tandis qu'au niveau de la réponse aux menaces, notre action ici est comment elle est réactive. OK. Avantages clés des outils EDR. Voici les 3 avantages clés des outils EDR. On a une détection proactive qui consiste à faire une analyse comportementale en temps réel via l'apprentissage automatique ou machine learning pour identifier les menaces avancées contournant les pare-feux classiques. 2. Réponse rapide. Au niveau de la réponse rapide, on a des alertes instantanées permettant aux équipes de centres de sécurité des opérations de neutraliser rapidement les menaces, d'isoler les postes compromis et de limiter les dégâts matériels et financiers. Et enfin, on a la gestion centralisée qui est comme un tableau de bord unique offrant une visibilité globale sur l'ensemble du parc informatique et garantissant la conformité réglementaire de l'entreprise. OK. Mise en œuvre EDR, étape 1 à 3. Donc, notre première étape ici, c'est quoi? C'est l'installation. Donc, ici, ça consiste à déployer notre agent logiciel de sécurité sur l'ensemble des terminaux de l'entreprise. On a poste de travail, serveur, appareil mobile. Est-ce que c'est clair? Cette étape, nous l'avons déjà vu avec Wazu. Comment déployer Wazu sur un serveur Ubuntu. Aujourd'hui, pour cela pratique, nous allons voir comment déployer Wazu sur Microsoft Server avec Active Directory. Est-ce que c'est clair? Étape 2, la connexion. Ici, ça concerne à faire une centralisation de la télémétrie des agents vers une console de gestion unique pour analyser de manière continue le moteur de sécurité. Est-ce que c'est clair? Et enfin, on a la détection qui est une analyse des schémas de comportement, des flux réseau et des types de fichiers pour identifier les anomalies malveillantes. Toutes ces étapes, on les a déjà vues avec le serveur Ubuntu. Est-ce que c'est clair? Sur Amazon Web Services Free Tier. OK. Nous y voici maintenant sur notre étape 4 à 6, on a identification. Ici, ça consiste à faire une isolation immédiate du poste compromis, un blocage des processus suspects et une mise en quarantaine des fichiers malveillants. En 5,
on a la cartographie. Donc ici, on va utiliser des algorithmes avancés pour reconstituer visuellement la chronologie et le cheminement complet de l'attaque. Et enfin, on a l'analyse qui est une revue des alertes approfondies par les analystes de sécurité pour remédier aux causes profondes et affiner la posture de défense. Contexte opérationnel en entreprise. Donc, on va voir le scénario de TMBG Technology. En tant qu'analyste de centre des opérations de sécurité, vous gérez le déploiement d'un agent EDR sur 1500 postes. L'outil permet non seulement de bloquer les ransomware et malware zero day, mais aussi d'auditer les comportements anormaux des utilisateurs pour prévenir les menaces internes. Critères de choix d'un outil EDR. Donc là, nous allons voir les critères de choix d'un outil EDR. Donc pour pouvoir choisir un outil EDR, il faut tenir compte du coût et de l'évolutivité de l'intégration cloud, de support et d'API. Donc en termes de coût et de l'évolutivité, une adéquation du modèle tarifaire avec le budget de l'entreprise et une capacité à absorber la croissance du parc informatique. Intégration cloud, il faudrait une compatibilité native avec les environnements hybrides et cloud. On a Amazon Web Services, on a Azure, on a GCP et les solutions CIEM existantes. Et en termes de support et d'API, on a une qualité de support technique éditeur et flexibilité d'intégration via API avec les outils de ticketing. Est-ce que c'est clair? Voici notre lab pratique simulation d'incident. Objectif du lab, mettre en pratique la configuration d'un agent EDR, open source ou Azure ou Velociraptor, la simulation d'un comportement suspect et l'analyse d'alerte. Au niveau de l'environnement de réalisation, il nous faut un poste Windows 10 ou 11 d'entreprise rattaché à un domaine Active Directory, console de management centralisé, script de test de charge inoffensif. Est-ce que c'est clair? Voici notre correction étape par étape et je tiens à vous informer qu'on va faire une pratique, mais au niveau de notre pratique, on va survoler les choses et par après, on va voir un module en profondeur pour expliquer en détail notre pratique. Ok. Étape 1. Déploiement de l'agent EDR sur le poste cible via GPO Active Directory ou script de déploiement silencieux MSI. Étape 2. Vérification de la connectivité de l'agent sur le port de télémétrie de la console centrale. Étape 3. Exécution d'une simulation d'attaque contrôlée. Et enfin, étape 4. Levée de l'alerte sur le tableau de bord, SOC, analyse des artefacts et application d'un confinement réseau immédiat. Ok, très bien. Donc, on va se rendre aussitôt sur notre navigateur pour exécuter les différentes étapes de notre laboratoire. Voilà. Donc, on va se connecter à Amazon Web Services Amazon. Voilà. Très bien. Nous y voici maintenant sur notre page d'accueil d'Amazon. Donc, on va aller dans nos ressources. OK. Voilà. On va voir les instances. Ok, souvenez-vous la dernière fois, on a eu à déployer avec vous un serveur Windows. Et si c'est clair. Ok, comme vous voyez ici au niveau des actifs, il n'y a pas d'actifs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore sélectionné la région correspondante. Ok. Très bien. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer les mauvaises manières et les bonnes manières. Imaginez-vous quelqu'un qui vient de faire la connaissance de Amazon Web Services et il a fini de créer ce serveur, notre serveur Windows. Comment cette personne va se connecter à ce serveur? Donc si vous faites comme ça pour vous connecter au serveur Windows, vous allez voir que ça ne va pas marcher. On va essayer, vous allez voir, ça ne va pas marcher du tout. Ok, après avoir cliqué sur connecter, voilà, nous y voici sur cette page. Vous allez cliquer sur ouvrir dans un navigateur et là, vous allez voir se connecter s'afficher en orange. Donc ici, vous allez cliquer sur se connecter.
et vous allez voir comment le système va galérer pour se connecter, mais ça ne va pas marcher. Voilà. Est-ce que vous voyez? Le système galère de se connecter à notre serveur, mais ça ne marche pas. Donc voilà, ça c'est la mauvaise manière. Donc on va fermer notre fenêtre. On retourne toujours ici. On va cliquer sur se connecter. Maintenant, voici les bonnes pratiques. Après avoir cliqué sur se connecter, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur protocole RDP, bureau à distance. Est-ce que c'est clair? N'oubliez pas, lorsqu'on avait déployé notre serveur, on a téléchargé sa clé SSH. Est-ce que c'est clair? Donc, on aura besoin de cette clé pour pouvoir se connecter à notre bureau à distance. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur obtenir le mot de passe. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va cliquer sur charger le fichier de clé privée. C'est notre clé SSH qu'on va charger ici. OK. Voilà. Voici notre clé SSH. Vous voyez. Donc, je vais cliquer là-dessus et puis je vais faire ouvrir. OK, très bien. La clé est chargée. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire déchiffrer le mot de passe. Je clique une fois là-dessus. Voici notre mot de passe que je vais copier ici. Est-ce que vous voyez le mot de passe? Voici, c'est ça le mot de passe. Est-ce que vous voyez le mot de passe? Donc, je vais cliquer sur copier. Je copie le mot de passe. Pourquoi copier le mot de passe? Je copie le mot de passe parce que lorsque je vais me connecter à notre bureau à distance, j'aurai besoin de ce mot de passe pour pouvoir accéder à notre serveur en ligne. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais cliquer ici sur OK. Voilà, très bien. Et maintenant, pour accéder à notre bureau en ligne, on a deux manières. La première manière, c'est de taper dans la barre de recherche de la barre des tâches. Donc, vous tapez sur mon bureau, vous allez voir, ça va sortir connexion bureau à distance. Vous pouvez cliquer là-dessus. Là, c'est la première manière. Si cette manière ne marche pas, bon, c'est sûr que ça va marcher. Voici la deuxième manière, ça veut dire vous allez appuyer sur la touche Windows et R. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai déjà tapé la commande et vous allez taper MSTSC. C'est clair, je répète encore, vous allez taper MSTSC et puis vous tapez Entrée ou bien vous cliquez sur OK. Voilà, très bien. Maintenant, voici, on va chercher le nom de notre ordinateur. Est-ce que c'est clair? Donc, où se trouve le nom de notre ordinateur? On va retourner toujours sur notre serveur Windows. On va se connecter et puis je vais vous montrer où se trouve le nom de notre serveur. Voilà. OK. Donc, on va descendre toujours. Voilà. Voilà, c'est ça le nom de notre serveur DNS public. Donc, DNS public est le nom de notre machine. Ça veut dire c'est le nom de notre machine, le nom administrateur qu'on doit rentrer. Est-ce que vous voyez ici? Voilà, c'est ça ce nom-là. DNS. Est-ce que vous voyez? DNS public, c'est ce nom que vous allez mettre ici. Est-ce que c'est clair? Pour moi, j'ai déjà tout configuré. Voilà, ne vous inquiétez pas, on verra un module sur comment déployer Windows Server Active Directory, comment mettre également un agent IA pour le contrôle des périphériques. Est-ce que c'est clair? OK, donc voici notre DNS public qui est ici et après je vais faire connexion. Donc après cela, on va vous demander votre mot de passe. Mais pour moi, j'ai déjà configuré directement avec le mot de passe. Donc on ne va pas me demander de mot de passe. Donc je clique sur oui. Et nous voici maintenant sur notre serveur Windows. Est-ce que c'est clair? Comme vous avez vu, j'ai déjà tout configuré. Voilà, là c'est notre nom de hôte. Voilà, est-ce que c'est clair? Voici nos instances. Voici notre adresse IPv4. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, on va faire un peu le tour pour voir. C'est juste un aperçu rapide. Là, c'est notre bureau. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble effectivement au bureau de tout système Windows, comme vous pouvez voir. Voilà. Et si c'est clair. Voilà. Et ici, c'est notre serveur manager. Donc, je vais cliquer une fois là-dessus. Voilà. Vous voyez notre serveur en train de se charger. Ok, très bien. Je vais fermer. Ok. On attend ce que tous les composants de nos serveurs se chargent. Voilà. Donc, quand vous êtes dans le serveur manager et que vous voyez
et que vous voyez les choses rouges, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème ici, c'est quoi? C'est qu'il y a des services qui n'ont pas encore démarré. Donc, comment démarrer un service? Il suffisait de cliquer sur service. Et c'est clair. Et lorsque vous arrivez ici, vous sélectionnez, vous voyez, il y a deux services qui ne sont pas en marche. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur le premier service. Vous allez maintenir enfoncé la touche contrôle de votre clavier. Vous cliquez sur le deuxième service. Vous allez enlever votre main de la touche contrôle. Vous cliquez sur le bouton droit de votre souris. Et puis, vous allez faire Start Services. Ça veut dire démarrer les services. Est-ce que c'est clair? Et après cela, vous faites OK. Vous voyez, quand tout est vert, ça veut dire tous les services travaillent à merveille. OK. Voici, c'est notre Active Directory qu'on a eu à configurer, à déployer sur notre serveur. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est Active Directory. OK, donc on va faire un peu le tour de notre serveur pour vous permettre de voir à quoi ressemble un serveur Windows. C'est clair. Voici notre dashboard, également appelé tableau de bord. Voilà, c'est ici que vous pouvez ajouter des rôles. Est-ce que vous voyez ajouter des serveurs, créer des serveurs de groupe ou vous connecter à des serveurs cloud. Est-ce que c'est clair? Voilà. Voici notre serveur local. Voilà. Est-ce que c'est clair? Voici tous les serveurs. Bon, ici, on a juste créé un serveur. Voilà. C'est le serveur DCLab 01. C'est clair? OK. Voici notre Active Directory. Donc, je reviens encore là-dessus. Ça ne dérange pas. Voilà. Vous voyez même que c'est activé. C'est clair? Très bien. Voici notre DNS. Voilà. Est-ce que vous voyez? OK. Très bien. Voilà, même là, c'est notre adresse IP. Est-ce que c'est clair? OK. Donc, au niveau de stockage, voilà, voici notre serveur toujours, c'est la même chose. On va voir les volumes. OK, très bien. Voici notre lecteur C. On a pour le moment 29,5 Go disponibles. On va voir les disques. Voilà, voici nos disques. Voilà. On a combien? On a 30 Go de données. Voilà. On va voir le stockage. Donc, pour le moment, on n'a rien stocké. Il n'y a rien. Est-ce que c'est clair? Au niveau des partages, voici au niveau de là, c'est notre lecteur C. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Et on va voir est-ce que effectivement notre agent IA est bien configuré sur notre serveur. Donc ici, si vous fermez, notre serveur ne va pas se fermer. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, notre serveur est là. Notre serveur ne change pas notre système d'exploitation en guise d'information. Regardez, si je clique ici, voilà, notre serveur s'ouvre en termes d'une fenêtre. Et si je clique là, notre serveur revient. Si je clique ici, je réduis notre fenêtre. Est-ce que vous voyez? Si je clique ici, j'agrandis. Pour fermer notre serveur, c'est en cliquant sur le symbole rouge croix. C'est lorsque je clique sur ça que je vais fermer notre serveur. C'est clair? Donc, vous pouvez naviguer entre le serveur et votre système d'exploitation. Cela, ça pose aucun problème. Vous voyez? C'est clair? OK. Donc, maintenant, pour tester ou bien pour voir, je vais ouvrir un terminal. Donc, je vais ouvrir PowerShell. Voilà. N'oubliez pas, je vous informe encore, j'ai déjà déployé Wasu sur notre serveur Microsoft. Donc, juste pour voir est-ce que ça travaille, notre intelligence. OK. Voilà, donc je vais verrouiller la touche majuscule. Je vais taper netstat et puis Wasu en majuscule. Et puis, je vais voir. OK, vous voyez le message ici? Voilà. Vous voyez ce message? Le message nous dit que ce service travaille déjà. Et c'est clair. Donc, effectivement, notre serveur est surveillé 24 heures sur 24 heures par une intelligence artificielle à temps réel. Vous voyez? Voilà, c'est ça la puissance de l'intelligence artificielle appliquée aux cybersécurité. OK, très bien. Donc, retournons maintenant à notre diapo. Donc, je vais faire Exit. Voilà, on va fermer notre serveur.
OK. Donc, c'est fini pour aujourd'hui avec Amazon. Voilà. On va retourner sur notre cours. Ok, donc voilà, c'est ici que prend fin notre programme d'aujourd'hui. Merci pour votre suivi et à bientôt.